Avant de débuter, un mot sur notre formidable sponsor Incogni. Nous parlons de beaucoup de choses effrayantes sur cette chaîne, mais savez-vous ce qui me fait peur ? Qu'il y a des courtiers en données qui volent vos informations personnelles, comme votre nom, numéro de sécurité sociale, identifiant de connexion, activité en ligne, et bien plus encore, puis ils les vendent. Parfois, si ils les vendent à des criminels, cela ressemble à une telle invasion de la vie privée, mais ensuite le fait de les vendre rend les choses encore pires. Il y a quelques années, quelqu'un a utilisé mes informations pour souscrire à une carte de crédit. Heureusement, j'ai pu l'annuler avant que des frais ne soient engagés, mais cela m'a quand même vraiment dérangé. Pendant des jours, j'ai eu du mal à dormir, étant très perturbé qu'on ait pu obtenir et utiliser mes informations à mon insu. Cela m'a fait me demander ce qui se passait d'autre avec mes informations dont je n'étais pas au courant. Les violations de données s'aggravent de plus en plus. Entre 2021 et 2022, il y a eu 41,5% de victimes en plus. Vous pouvez demander au courtier en données de supprimer vos informations. Le problème est que c'est un processus long qui peut prendre des années. Ensuite, dès qu'ils sont supprimés, ils recommencent à collecter vos informations. Vous devez donc répéter ce processus tous les quelques mois pour le reste de votre vie. Protéger ces informations personnelles demande beaucoup d'efforts, mais il existe un moyen plus simple de gérer les courtiers en données grâce à notre sponsor Incogni. Incogni simplifie la protection de votre vie privée. Il retire vos données du marché et s'assure de qu'elles restent hors ligne. Le processus est automatisé, vous n'avez rien à craindre. Pour commencer, vous créez simplement un compte, puis les informés dont les données personnelles ils vont supprimer. Vous autorisez ensuite Incogni à agir en votre nom. Incogni se met au travail pour amener les courtiers en données à supprimer vos données et il gère toutes les objections. Ils vous tiennent également informés à chaque étape. J'apprécie la sérénité que m'offre Incogni. Je vous recommande de les essayer. Utilisez le code promo indiqué sur incogni.com/listé pour obtenir 60% de réduction sur un plan annuel, ou vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Nous voulons dire un grand merci à Incogni pour la protection de nos informations personnelles et pour le parrainage de cette vidéo. Numéro 3, Billy Cook. William Cook Jr., qui se faisait appeler Billy, est né en décembre 1928 à Joplin, Missouri. Il était le 5e de 8 enfants. Quand Cook avait 5 ans, sa mère est décédée. Cook a trouvé le corps de sa mère. Il a été déterminé qu'elle était décédée d'une hémorragie cérébrale qui est un saignement dans le cerveau. Une hémorragie cérébrale peut être causée par un accident vasculaire cérébral, une hypertension et un traumatisme. Le père de Cook était un alcoolique violent. Malgré les soupçons, le père de Cook n'a jamais été inculpé pour le meurtre de sa mère par manque de preuves. Peu de temps après la mort de la mère de Cook, le père de Cook a abandonné lui et ses frères et sœurs dans une grotte de mine. Les enfants ont été retrouvés et ses frères et sœurs ont été placés dans des foyers d'accueil. Mais personne ne voulait prendre Cook. Il se comportait mal. Également, plusieurs familles qui ont envisagé de l'accueillir ont finalement refusé parce qu'elles disaient être dérangées par son œil droit. Cook avait une excroissance autour de son œil droit et ça a été enlevé, mais son œil n'a jamais complètement fermé. La famille potentielle a dit que l'œil lui donnait un air sinistre. Une femme a finalement accepté de le prendre en charge parce que l'État paierait pour sa chambre et sa pension. La femme, uniquement intéressée par l'argent, a négligé Cook. Cook était sans cesse moqué et harcelé par les autres enfants en raison de son œil. Il a commencé la petite délinquance à la préadolescence. En 1943, lorsqu'il avait 14 ans, il a agressé un chauffeur de taxi et lui a volé 11 $. Il a été condamné et lors de l'audience de détermination de la peine, il a dit au juge qu'il préférait l'école de réforme à la vie avec sa mère adoptive. Il a donc été envoyé en maison de correction. Il a continué à avoir des problèmes de comportement et a eu de nombreuses bagarres. Donc, quand Cook avait 17 ans, il a été transféré à la prison d'État du Missouri. Un détenu s'est moqué de son œil là-bas. Cook a réussi à se procurer une batte de baseball et a presque battu l'homme à mort. Pendant que Cook était en prison, il s'est fait tatouer les mots « hard locked » sur les doigts de sa main gauche
En 1950, Billy Cook, 21 ans, est sorti de prison. Il a renoué avec son père éloigné après être sorti de prison. Il a dit à son père qu'il allait, je cite, « vivre par le pistolet et errer ». Cook a ensuite fait de l'autostop. Il a fini à Blitz, en Californie, et a obtenu un emploi comme plongeur. Cook a séjourné plusieurs mois à Bliss. En décembre 1950, il a déménagé à El Paso, Texas, et a acheté une arme à feu. Le 30 décembre 1950, Lee Archer s'est arrêté au bord de la route à l'extérieur de Lubbock, au Texas, pour prendre Cook, qui faisait de l'autostop. Cook a braqué Lee avec son arme et l'a obligé à entrer dans son coffre. Puis Cook a conduit en direction de Oklahoma City, Oklahoma. Sur la route, Archer a forcé le coffre avec un pied de biche. Quand Cook a ralenti pour tourner, Archer a sauté hors du coffre et s'est enfui de la voiture. Cook a vu Archer sauter, alors il a arrêté la voiture. Il est sorti et a crié à Archer d'arrêter sa course. Mais Archer a continué à courir, alors Cook est retourné à la voiture et a continué à conduire. Cook est tombé en panne d'essence près d'Oklahoma City. Lee Archer a signalé l'enlèvement à la police. Sa voiture a été trouvée et fouillée. Dans la voiture, ils ont découvert une photo des 3 filles et du garçon de Cook. Après être sorti de la voiture, Cook a marché et fait signe à un véhicule. La famille Moser d'Atwood, Illinois, était dans la voiture. 33 ans et sa femme 29 ans avaient de 3 enfants. Ronald, 7 ans, Gary, 5 ans et Pamela, 3 ans. La famille allait au Nouveau-Mexique pour une réunion familiale. Le chien familial était aussi du voyage. Cook a sorti son arme et a forcé Carl à conduire. Cook n'avait nulle part où aller en particulier, alors il a juste fait conduire Carl sans but. Cette nuit-là, ils se sont arrêtés dans une station-service près de Wichita Falls, au Texas. Cook et Carl sont entrés ensemble dans la boutique. Une fois à l'intérieur, Carl a crié que Cook allait tuer lui et sa famille et qu'il avait besoin d'aide. Cook et Carl ont commencé à se battre et ont brisé une fenêtre du magasin. Le commerçant a sorti son fusil de chasse, pensant que Cook et Carl faisaient cela comme une ruse pour voler le magasin. Cook a ensuite forcé Carl à sortir du magasin et à remonter dans la voiture, puis ils ont démarré. Un spectateur les a suivis et Cook a tiré sur lui avec son arme. L'homme a arrêté de le poursuivre. Le commerçant et l'homme qui a suivi la voiture ont signalé l'incident à la police. Après 3 jours de conduite, Cook et les Moser étaient dans la ville natale de Cook, Joplin, Missouri. Cook a ligoté la famille avec des bandes de vêtements et une corde d'un chapeau de cow-boy d'enfant. Il leur a dit qu'il les laisserait attachés dans un champ. Au lieu de cela, il a tiré sur chaque membre de la famille alors qu'ils étaient dans la voiture. Pour tuer toute la famille, il a dû recharger son arme au moins une fois. Il a également tiré sur le chien de la famille. Il a ensuite conduit jusqu'à un puits de mine et a jeté les corps des 5 membres dans le puits de mine. Après avoir jeté les corps, il a conduit la voiture de la famille vers Tulsa, Oklahoma, où il a abandonné le véhicule. La voiture tachée de sang a été retrouvée quelques heures plus tard. À ce moment-là, la famille avait été signalée disparue. La zone a été fouillée, mais aucune trace de la famille n'a été trouvée hormis la voiture. Au moment où la voiture a été trouvée, Billy Cook était en route pour Bliss, Californie. La police enquêtait sur la photo qui a été trouvée dans la voiture de Lee Archer. Une mention de crédit du photographe sur la photo a permis d'identifier le photographe. La police a contacté le photographe et il les a dirigés vers les clients pour lesquels il avait pris la photo. C'était une famille à Kirksville, Missouri. Ils ont dit avoir donné la photo à leur cousin Billy Cook. À ce stade, le Federal Bureau of Investigation était impliqué dans l'affaire. Ils ont découvert que Cook avait un casier judiciaire et un passé de violence. Ils ont montré la photo de Cook à Lee Archer, le commerçant de Wichita Falls, et à l'homme qui l'a poursuivi. Ils ont tous identifié Cook comme l'homme avec qui ils avaient interagi.
Le Federal Bureau of Investigation a contacté le département du shérif du comté de Riverside en Californie où se trouve Bliss. Ils ont dit que Cook pourrait s'y diriger. Un adjoint du shérif a décidé de vérifier un restaurant où Cook avait travaillé comme plongeur pendant qu'il vivait à Bliss. Il a appris que Cook avait été ami avec un homme qui travaillait au restaurant. L'adjoint est allé à la maison de l'ami de Cook et a frappé à la porte. Cook, armé d'un pistolet, a ouvert la porte. Cook a forcé l'adjoint à monter dans sa propre voiture, puis il l'a fait conduire vers la frontière mexicaine. Près de la frontière, Cook a sommé l'adjoint de quitter son véhicule. Cook s'est enfui, laissant l'adjoint vivant sur le bord de la route. Cook a utilisé la voiture de l'adjoint du shérif pour arrêter Robert Dewey, un représentant de commerce de 32 ans de Seattle, Washington. Il a abattu Dewey et a placé son corps dans le coffre de la voiture de l'adjoint du shérif. Ensuite, Cook a franchi la frontière mexicaine dans la voiture de Dewey. La voiture a été retrouvée plus tard abandonnée à environ 40 miles de la frontière. La police a encore perdu la trace de Billy Cook. Après avoir abandonné la voiture de Dewey, Cook a fait signe à 2 hommes d'El Centro, en Californie, qui se dirigeaient vers le sud, au Mexique, pour chercher de l'or. Après que les familles n'aient pas eu de nouvelles d'eux, ils ont été signalés comme disparus. Pendant la semaine suivante, Cook les a forcés à conduire autour de Baja, en Californie, un État du Mexique. Les autorités mexicaines ont été informées de surveiller Cook et la voiture que conduisaient les 2 chercheurs d'or. Le 15 janvier 1951, Cook a été repéré à Santa Rosalia, c'est au Mexique, et il a été arrêté sans incident. Les 2 chercheurs d'or qu'il avait enlevés étaient en vie. Ils ont dit qu'ils voulaient en s'échapper, mais ils avaient un problème parce que l'œil droit de Cook ne se fermait pas. Il ne pouvait jamais dire quand il dormait. Le même jour où Cook a été arrêté, un ami qu'il s'était fait en prison a rendu visite à la police à Joplin. Il a dit à la police qu'après que Cook soit sorti de prison, il lui a rendu visite et lui a demandé s'il voulait se lancer dans une série de crimes. Il a décliné l'invitation de Cook et Cook est devenu en colère. Cook a menacé de le tuer et de jeter son corps dans un puits de mine. La police a trouvé cette piste intéressante, alors ils ont enquêté sur les puits de mine à proximité. Au fond de l'un d'eux, ils ont trouvé les corps sans vie de la famille Monster qui avait été tuée près de 2 semaines plus tôt. Après l'arrestation de Cook, il a été envoyé en Oklahoma, où il avait enlevé la famille. Il a avoué avoir tué la famille Moser et Robert Dewey. En mars 1951, Billy Cook, 22 ans, a plaidé coupable des meurtres des 5 membres de la famille Moser. Il a été condamné à 300 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Sa sentence a outré de nombreuses personnes. Il a été jugé en novembre 1951 pour le meurtre de Robert Dewey en Californie. Cook a plaidé non coupable pour cause de troubles mentaux. Un juge l'a déclaré coupable et il a été condamné à mort. Billy Cook devait mourir le 12 décembre 1952. Son dernier repas était composé de poulet, frites, petits pois, tarte à la citrouille, café et lait. Le lendemain matin, Cook a été conduit à la chambre à gaz. Le 12 décembre 1952, Billy Cook, âgé de 24 ans, a été déclaré mort à 10h03 du matin. Un directeur de funérailles à Comanche, Oklahoma, a dit à la famille de Cook qu'il leur livrerait le corps gratuitement, s'il lui permettait d'organiser une brève cérémonie avec le corps dans son salon funéraire. La famille a accepté. Après que le directeur des pompes funèbres ait obtenu le corps, il a fait payer les gens une petite somme pour voir le corps du tueur en série et de masse. Plus de 15 000 personnes sont venues s'y voir le corps. La famille Cook a engagé un avocat et a fait livrer le corps à Joplin. Le corps de Cook a été enterré secrètement la nuit dans une tombe anonyme au cimetière de l'église de la Paix à Joplin. Mais apparemment, l'esprit de Billy Cook n'est pas en repos. Des témoins ont aperçu des ombres se faufiler entre les arbres. Parfois, la silhouette sombre est vue en bordure du cimetière. D'autres personnes ont signalé avoir vu une apparition qui semble être un homme.
L'apparition apparaît à la lisière de la propriété et fixe les gens du regard. Les gens pensent que c'est le fantôme de Billy Cook parce que l'esprit peut être agressif et violent par moments. Les gens ont été frappés avec des objets comme des pierres, poussés par une force invisible, ou ont subi des égratignures inexpliquées. Ont également entendu des voix et des cris désincarnés. Des témoins ont rapporté des coups de feu dans les bois proches. Des témoins ont rapporté avoir aperçu d'étranges lumières dans la nuit. Il agit son dédit. Beaucoup de gens ressentent un malaise lorsqu'ils sont près de l'endroit où le corps est enterré. On ne sait pas ce qui, le cas échéant, peut être fait pour permettre à l'esprit de Billy Cook de reposer en paix. Numéro 2, Charles Whitman. Charles Whitman est né en juin 1941 à Lake Worth, en Floride. Il était l'aîné de 3 garçons. Il était un bon élève et athlète. Il était un excellent pianiste. Il était populaire et bien aimé. Le père de Charles, qui possédait une entreprise de plomberie, était mentalement et physiquement abusif. Rien de ce que Charles faisait n'était jamais assez bon pour son père. En juillet 1959, il s'est engagé dans les Marines. En septembre 1961, Charles s'est inscrit au programme de génie mécanique à l'Université du Texas à Austin. L'année suivante, en août 1962, il a épousé sa camarade d'études Cathy Leisner. Charles fréquentait l'école grâce à une bourse du corps des Marines des États-Unis. Quand il était à l'université, il a eu des ennuis pour avoir apporté un cerf qu'il avait tué dans le dortoir. Il l'a écorché dans la douche. Charles était aussi un mauvais étudiant, donc en 1963, pendant sa 3e année, il a perdu sa bourse. La même année, il est retourné en service actif et a été stationné à la base du corps des Marines Camp-le-Jeune en Caroline du Nord. Il a été promu caporal. En novembre 1963, il a été jugé par cour martiale. Il avait pris une arme non autorisée à bord d'un navire et en avait apporté une sur la base. Il avait également joué sur la base, prêté de l'argent avec intérêt et menacé un autre marine. Il a été rétrogradé au rang de soldat et a dû effectuer 30 jours de travaux forcés. En 1964, Charles Whitman a été honorablement libéré. Il est retourné à l'Université du Texas où il a étudié le génie architectural. Comme il n'avait pas de bourse, il a travaillé à divers postes, tels que collecteur de factures, caissier de banque et enquêteur de trafic. En 1966, la mère de Charles, Margaret, a décidé de quitter son père. Elle a déménagé à Austin et a vécu près de son fils Charles. Son père l'appelait plusieurs fois par semaine et le suppliait de convaincre sa mère de se remettre avec lui. Mais Charles a refusé d'aider son père. Au printemps de 1966, Charles a cherché de l'aide pour sa dépression. Il a rencontré un psychologue et il a dit qu'il avait l'envie de tirer sur des gens avec un fusil de chasse à cerf depuis la tour de l'horloge de l'université. On a prescrit du Valium à Charles et on lui a demandé de revenir pour un suivi. Mais il n'est jamais revenu voir le psychologue. À l'été 1966, Charles avait une lourde charge de cours à l'école. Il travaillait également à temps partiel. Il se sentait stressé et surmené et il souffrait de maux de tête. Il était également violent à la maison et a frappé Cathy plusieurs fois. Dans la nuit du 31 juillet 1966, 25 ans, s'est rendu chez 43 ans. Il y a eu une lutte et tous les doigts de la main gauche de Margaret ont été cassés. Sa main a été écrasée avec une telle force que l'anneau de sa bague de fiançailles s'est incrusté dans son doigt. Charles a poignardé sa mère dans la poitrine, puis lui a tiré dans l'arrière de la tête. Charles est rentré chez lui après minuit. Pendant que sa femme Cathy, âgée de 23 ans, dormait, Charles l'a poignardé 3 fois dans la poitrine. Il a ensuite chargé plusieurs objets dans un sac de sport et un coffre. Cela comprenait une machette, un couteau Bowie, une hache, des fusils et des pistolets. Le matin du 1er août,
Charles a acheté un fusil de chasse et a scié le canon. Il a acheté un fusil et beaucoup de munitions dans une armurerie. Au total, il avait environ 700 cartouches de munitions. Charles a ensuite conduit jusqu'à l'université du Texas. Il avait un diable et il a chargé son coffre et son sac de sport dessus. Il s'est rendu à la tour du bâtiment principal du campus. Un ascenseur montait jusqu'au 27e étage. Quand il est descendu au 27e étage, il a rencontré Edna Townsley, une réceptionniste de 51 ans. Il a frappé la crosse de son fusil contre sa tête et a fissuré son crâne. Il a ensuite traîné son corps derrière un canapé. Il a ensuite monté son diable 2 étages jusqu'au dernier étage qui avait une terrasse d'observation. Quelques minutes plus tard, MJ Gabor, sa femme, Mary, leurs 2 fils, Michael, âgé de 19 ans, et Mark, âgé de 15 ans, la sœur de MJ, Marguerite Lamport, et son mari, William, ont commencé à monter les escaliers vers la terrasse d'observation. Michael et Mark étaient en tête et ils ont ouvert la porte. Charles a tiré sur le groupe avec un fusil à canon scié alors qu'il se tenait sur les escaliers. Mark, 15 ans, et sa tante Marguerite Lamport, 45 ans, ont été tués quasi instantanément. Michael et sa mère, Mary, ont été grièvement blessés. Charles a ensuite barricadé la porte de la terrasse d'observation. Puis Charles Whitman a commencé à tirer au hasard sur des personnes au sol. Sa première victime était 17 ans. Hernandez a survécu. La première personne qu'il a tuée au sol, et la 6e au total, était Thomas Ekman, âgé de 18 ans. Ekman était agenouillé près de Claire Wilson, 18 ans, blessée à l'abdomen par balle. Wilson était enceinte de 8 mois. Elle a survécu, mais a perdu le bébé. Charles a continué à blesser des gens pour s'en servir d'appât. Le premier appel est arrivé au 9 nain à 11h52, environ 7 minutes après le début. Alors que la nouvelle se répandait, la police et des civils armés de fusils sont arrivés et ont tiré sur Whitman. Le parapet à hauteur de poitrine de la terrasse d'observation a offert une protection à Charles contre les tireurs au sol. La police a utilisé un hélicoptère, mais personne à bord n'a pu voir clairement Whitman. L'un des hommes qui est arrivé sur les lieux était Alan Crum, âgé de 40 ans. Il était le responsable d'une librairie dans la région. Il avait également servi 2 décennies dans l'armée de l'air. Crum et 3 policiers sont arrivés à la terrasse d'observation. Le policier Ramiro Martinez a tiré 6 fois sur Charles Whitman, âgé de 25 ans, avec son pistolet. Puis son collègue, l'officier Houston McCoy, lui a tiré 2 fois au visage avec un fusil de chasse. Alors que le corps de Charles tressaillait encore, McCoy lui a tiré une nouvelle fois dans l'épaule. Au total, y compris sa mère, sa femme et le bébé à naître de Claire Wilson, Charles Whitman a tué 17 personnes et 31 ont été blessées. Certains ont été définitivement handicapés ou ont souffert de problèmes de santé à vie. Une victime notable est David Gunby. L'un des reins de Gunby a dû être retiré et l'autre a été gravement endommagé. Il a reçu une greffe de rein mais le corps l'a rejeté et il a failli être tué. Alors 3 fois par semaine, il devait subir une dialyse. Il souffrait toujours beaucoup. En 2001, le corps de Gunby ressentait les effets de 35 ans de maladie rénale. Il était alité et avait perdu la vue. En novembre 2001, il a arrêté de recevoir des traitements de dialyse et est décédé 1 semaine plus tard. Il avait 58 ans. Dans sa dernière lettre, Charles Whitman a écrit qu'il voulait que son corps soit autopsié pour voir s'il y avait quelque chose biologiquement qui n'allait pas chez lui et qui le poussait à faire cela. Avant sa mort, il s'était plaint de maux de tête. Une tumeur de la taille d'une noix de pécan a été trouvée dans son cerveau. Les experts pensent que cela a pu contribuer ou influencer ses actions. On croit que la tour où Charles Whitman a fait la fusillade est hantée. Beaucoup ont perçu une énergie sombre et négative dans la tour. Les gens ont spéculé si cette énergie sombre a d'une manière ou d'une autre attiré Charles Whitman vers la tour.
Il souligne que des mois avant la fusillade, il avait dit à un psychologue qu'il avait une envie de tirer sur des gens depuis la tour. La terrasse d'observation a été fermée 2 ans suite à la fusillade. Ils l'ont de nouveau fermée 7 ans plus tard, en 1975. Pendant les 7 années où elle était ouverte, 9 personnes ont sauté à leur mort depuis la terrasse d'observation. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la terrasse d'observation en toute sécurité. Les gardiens de sécurité ont signalé des phénomènes étranges. Ils ont dit que les lumières clignotent et s'estompent. Ils disent aussi qu'une force invisible les a poussés. Ils entendent également des voix désincarnées. Il y a une autre zone qui serait hantée par le fantôme du meurtre de masse. Un homme a rapporté qu'il vivait dans le même immeuble où vivait la mère de Charles. Il a dit que chaque 31 juillet, au 5e étage où elle vivait, il voit son fantôme courir dans le couloir. Il dit qu'elle crie et que le son est déglaçant. La fusillade de la tour de l'Université du Texas est l'une des premières fusillades de masse modernes. Ainsi, le meurtre de masse a hanté la société américaine bien au-delà du sens paranormal. Numéro 1, le meurtre de la famille Lawson. En hiver 1929, la famille Lawson habitait une ferme près de Germantown, Caroline du Nord. Germantown est un petit village agricole. Les Lawson possédaient une ferme de tabac. Charlie Lawson, 43 ans, et sa femme Fanny, 37 ans, avaient 8 enfants ensemble. Leur troisième plus âgé, William, est décédé en novembre 1920 à l'âge de 6 ans de pneumonie. La famille était considérée comme à faible revenu. Donc, leur famille élargie a été surprise lorsque Charlie a amené la famille en ville quelques jours avant Noël 1929 et leur a tous acheté de nouveaux vêtements, puis ils ont posé pour cette photographie. Dans le sens des aiguillots d'une montre à partir du haut à gauche, ils sont Arthur âgé de 16 ans, Marie âgée de 17 ans, Charles âgé de 43 ans, Fanny âgée de 37 ans qui tient Mary-Lou âgée de 3 mois, Carrie âgée de 12 ans, Raymond âgé de 2 ans, Mabel âgée de 7 ans et James âgé de 4 ans. C'était une somme importante pour la famille à dépenser. Charlie a dit à sa famille qu'il avait une surprise spéciale pour eux pour Noël. L'après-midi de Noël 1929, l'aîné, le fils de Lawson, Arthur, âgé de 16 ans, voulait aller à la chasse mais il manquait de munitions. Il a demandé à son père des cartouches et son père a dit qu'il n'en avait pas à lui donner. Arthur et son ami ont décidé d'aller en ville chercher plus de munitions. Peu de temps après son départ, Carrie, âgée de 12 ans, et Mabel, âgée de 7 ans, se sont préparés à partir pour déjeuner à la ferme de leur tante et de leur oncle qui était à proximité alors qu'elles se préparaient à quitter la maison. Charlie a marché derrière la grange et les a attendus. Quand ils se sont approchés, il s'est avancé vers eux avec un fusil et un fusil de chasse. Il a tiré sur Carrie à la tête avec le fusil. Mabel s'est retournée et a couru. Charlie a tiré sur sa fille de 7 ans dans le dos avec un fusil de chasse. Il a ensuite ramassé un morceau de bois et les a frappés à la tête. Il a ensuite traîné leur corps dans la grange et a croisé leurs bras sur leur poitrine. Il s'est ensuite rendu à la maison. Il a trouvé Fanny, sa femme de 37 ans, ramassant du bois dans le tas. Il lui a tiré dessus dans la poitrine avec un fusil de chasse, puis a traîné son corps dans la maison. Marie, 17 ans, faisait un gâteau à l'intérieur. Charlie a tiré sur sa fille aînée à bout portant dans la poitrine avec un fusil de chasse. Il l'a alors frappée à la tête avec le canon du fusil. James, 4 ans, et Raymond, 2 ans, jouaient avec un ami lorsque les tirs ont commencé dans la maison. Le garçon a couru de la maison vers chez lui. Raymond s'est caché derrière la cuisinière de la cuisine et James s'est caché sous un lit tout en essayant de sortir Raymond de sous la cuisinière. Charlie a essayé de déplacer la cuisinière avec le canon d'un fusil de chasse. Dans le processus, il a plié le canon du fusil de chasse de sorte qu'il était inutilisable. Charlie a finalement réussi à sortir son fils de sous la cuisinière et il l'a battu à mort avec un fusil de chasse. Il a ensuite trouvé James et l'a battu à mort.
Finalement, il a assassiné sa fille de 3 mois, Mary Lou, en la frappant avec la crosse du fusil de chasse. Charlie a placé des oreillers sous la tête de ses membres de famille morts à la maison et a croisé leurs bras sur leur poitrine. Le garçon qui a fui la maison a alerté sa famille. À leur tour, ont alerté le département du shérif. Les corps ont été trouvés, mais Charlie n'était plus là. Une recherche a été lancée pour le retrouver. Pendant la recherche, des gens ont entendu un coup de feu dans des bois à proximité. Ils se sont rendus à la source du son et ont trouvé le corps sans vie de Charlie Lawson, âgé de 42 ans. Il s'était tiré une balle dans le cœur. Charlie avait tué 6 de ses enfants et sa femme. Le seul survivant était Arthur, 16 ans, qui était sorti pour acheter des étagères pour son fusil. Les corps ont été envoyés à la maison funéraire Debbie Knife à Madison, en Caroline du Nord. Ils ont été embaumés au 2e étage du bâtiment. Les 7 membres de la famille, le tueur et ses victimes, ont été enterrés dans une fosse commune au cimetière de la famille Broder. Il y a eu beaucoup de spéculations sur pourquoi Charlie a tué sa famille. Il y a des preuves qu'il planifiait les meurtres depuis un certain temps. Il avait récemment apporté 2 des armes utilisées dans le massacre à un armurier local. La théorie principale est que Charlie abusait sexuellement de sa fille, Marie, et qu'il l'avait mise enceinte. La femme de Charlie était supposément au courant des abus sexuels. Beaucoup de gens pensent donc que Charlie a tué sa famille, espérant que le secret ne serait jamais révélé. Depuis le massacre horrifique, il y a eu de nombreux rapports d'activité paranormale concernant la famille. Les premiers rapports d'activité paranormale sont survenus dans le mois et demi suivant les meurtres. Un groupe de 4 adolescents est entré dans la maison juste avant minuit. Puis à minuit pile, l'horloge a commencé à tic-tac et ils ont entendu le crépitement du bois qui brûle, puis le berceau du bébé a commencé à se balancer tout seul. Puis soudainement, un vent fort a soufflé à travers quelques vitres brisées. Ils étaient incroyablement effrayés, alors ils ont rapidement fui la maison. D'autres visiteurs ont également vécu des phénomènes étranges dans la maison. Un homme a mystérieusement été coupé au bras par une force invisible en regardant par l'une des fenêtres. Il a dû recevoir 3 points de suture pour refermer la plaie. La maison du meurtre a été démolie et son bois utilisé pour bâtir un pont couvert. Il y a des bois près de la scène du crime. Les gens prétendent qu'ils entendent des enfants rire et jouer dans les bois la nuit. Les gens ont également vécu des phénomènes étranges dans le cimetière où la famille a été enterrée dans une fosse commune. Il y a une légende urbaine locale concernant le cimetière. Les gens saupoudrent de la poudre pour bébé autour de la voiture lorsqu'elle est garée près du cimetière. Lorsqu'ils reviennent à la voiture, après avoir visité le cimetière, ils trouvent parfois des empreintes de mains d'enfants sur la voiture. Une femme locale nommée Sonia Cox, accompagnée de quelques amis et membres de sa famille, a visité le cimetière une nuit. Ils ont saupoudré de la poudre pour bébé autour de leur voiture. Ils sont ensuite allés prendre des photos dans le petit cimetière. Cox avait un appareil photo professionnel avec elle, mais il ne fonctionnait pas. Ils avaient cependant tous leur téléphone et les ont utilisés pour prendre des photos. Mais beaucoup de photos n'ont pas réussi. Certaines photos étaient entièrement blanches ou noires. Certaines photos réussies montrent d'étranges orbes. Ils semblent aussi avoir photographié une entité avec des cornes sur la tête. Sandy Cox l'a qualifiée de démoniaque. De retour à la voiture, le groupe a découvert l'empreinte d'une main d'enfant sur une des portes. Après que Cox ait posté les photos en ligne, quelqu'un a commenté qu'il avait enregistré une vidéo dans le même cimetière des semaines plus tôt. Il est rentré et a commencé à monter la vidéo. C'était tard dans la nuit. Il entendait toujours un étrange bruit de frappe derrière lui. Il ne pouvait trouver l'origine, mais sentait étrangement que quelque chose l'avait suivi jusqu'à chez lui. Un autre domaine d'activité paranormale lié au meurtre de masse est l'ancienne maison funéraire où la famille a été embaumée. En 1998, le bâtiment qui abritait la maison funéraire a été acheté et transformé en magasin de produits secs.
Le propriétaire a déclaré que plusieurs personnes ont vu des enfants fantômes. Des gens affirment que des fantômes d'enfants défigurés et de femmes les touchent. Un fantôme proéminent est une adolescente qui apparaît souvent au 2e étage où la famille a été embaumée. Le fantôme d'une fille en robe blanche est également souvent vu errant autour du bâtiment. Les gens ont aussi entendu d'étranges chuchotements lorsque personne n'était présent. Les propriétaires disent que des objets et des images ont bougé sans que personne ne soit là pour les toucher. L'émission Netflix 28 jours hantés a fait vivre un médium et un démonologue dans l'ancienne maison funéraire pendant 28 jours. Le principe de l'émission est basé sur la théorie des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, selon laquelle, si les enquêteurs paranormaux restent dans un endroit pendant 28 jours sans contact avec le monde extérieur, ils peuvent entrer en contact avec les esprits du bâtiment. Ainsi, le démonologue et le médium ont vécu dans l'ancienne maison funéraire pendant 28 jours. Ils ne savaient, soi-disant, rien du massacre de la famille Lawson où ils sont allés vivre là-bas. Dans le bâtiment, ils ont découvert une photo de la famille prise quelques jours avant leur assassinat. Le médium a immédiatement eu le sentiment que la famille avait été assassinée. Le médium a eu le sentiment que l'aîné voulait communiquer. Mais elle a également ressenti une forte énergie sombre qui voulait que les enquêteurs partent. Elle a finalement communiqué avec l'aîné et elle a dit qu'elle avait dit à son père qu'elle était enceinte, puis le médium a vu du sang partout. En utilisant une boîte à esprit, ils ont essayé de contacter l'énergie sombre, ils ont installé la boîte à esprit dans un ancien salon de dessin de tabac, et à travers la boîte à esprit, ils ont entendu quelque chose dire « Charlie ». On lui a demandé pourquoi il avait tué sa famille. Soudain, le démonologue a eu un terrible mal de tête. Puis l'entité a dit « Dehors ». L'émission a noté qu'ils avaient contacté Charlie, un cultivateur de tabac, dans la salle de séchage du tabac. Après avoir passé 28 jours dans l'ancienne maison funéraire, le duo a conclu que Charlie aurait pu être possédé par un démon lorsqu'il a commis le horrible massacre. Ainsi, pour de nombreuses raisons, le meurtre de la famille Lawson à Noël est considéré comme l'un des crimes les plus hantants de l'histoire de la Caroline du Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir cette chaîne, assurez-vous de consulter notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Retrouvez-la sur youtube.com Criminally Listed. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed Presents into the Killing. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et toutes les plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci.